Bienvenue dans Y'a du goût dans la bobine, un podcast où l'on cause cinéma avec passion, où l'on découvre et redécouvre sans prétention. Ici règne bonne humeur et un brin de mauvaise foi, on n'est pas journaliste, et ça s'entend parfois, on est juste deux copains, un micro et des films, et on s'est dit partageons tout ça pour le meilleur ou le pire. Aujourd'hui, on part chercher notre plus belle tondeuse, non pas pour tondre des pelouses, mais pour massacrer du mort-vivant. Entre hémoglobine, cervelle et boyau, on vous parle de Braden, le film culte de Peter Jackson. Et pour cet épisode, je suis accompagné de celui qui trouve que appeler Sylvester Stallone tonton, c'est un peu trop. Salut Manu. Et moi, je suis avec celui qui cherche désespérément un lien de parenté avec la famille Schwarzenegger. Salut Cédric. Donc on a vu le film il y a quelques jours, toi tu ne l'avais jamais vu, c'est un film que je voulais absolument que tu vois. Donc est-ce que tu peux nous dire de qu'est-ce que ça parle ? De la Nouvelle-Zélande, dans les années 50, Cédric. Lionel, un jeune homme timide, vit sous la coupe de sa mère possessive lorsque celle-ci est mordue par un singe rat de Sumatra, du zoo. Elle se transforme en zombie et commence à contaminer tout le voisinage. Pour Lionel, c'est le début d'un carnage absurde, sanglant et un peu drôle des fois. Je pense que c'est plutôt bien résumé. Alors du coup, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah écoute, je m'attendais pas du tout à ça. Je connaissais un peu l'aura du film, c'est-à-dire tout le monde me parlait, des potes cinéphiles me parlaient de Branded, comme quoi c'était vraiment un film qu'il fallait voir et tout, et je suis pas hyper film d'horreur de base. Et je m'étais dit: «Ouais, il faudrait que je le voie à un moment donné», mais j'étais pas hyper chaud, quoi. Je pensais pas que ça allait être aussi drôle, en fait. C'est hyper drôle. En fait, pour moi, c'est une vraie comédie, une comédie horrifique, mais c'est une comédie, avant d'être un film d'horreur. Alors c'est marrant parce que le côté comédie horrifique, en fait, c'est toute la jeunesse de la carrière de Peter Jackson, hein, puisque Braindead, c'est son 3e film. Il a été réalisé en 92, sorti en 92, réalisé en 91. Son premier film, c'est Bad Test, 4 ans de tournage avec une bande de potes à tourner le week-end pour $3 000. Ensuite, il a fait un film qui s'appelle The Fables, une sorte de parodie de Muppet Show à coup de violence, drogue, scène porno, enfin quelque chose de bien particulier. Et Branded, donc qui est son 3e film et le premier film avec des acteurs professionnels, une équipe un peu plus pro. Ah bon? Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, surtout que, alors pour la petite histoire, j'ai forcé Manu à quelque chose dont il n'a pas l'habitude, c'est de regarder ce film-là en VF, puisque la VF est tellement claquée au sol qu'elle va parfaitement avec l'esprit du film. Je sais pas ce que t'en as pensé. C'est pas du tout une VF parodique comme What We Do in the Shadows où derrière on va explicitement en fait jouer le décalage et parodier un peu le film. Là, on est sur un travail assez professionnel, on va dire. C'est juste que les comédiens, ils ont l'air bons, mais quand on applique en fait ces voix sur les images, ça part en vrille totale. Notamment Paquita, donc qui est la petite copine du héros, De Lionel. de Lionel. Elle a une petite voix stridente. Alors, je sais pas du tout quelle voix elle a, la comédienne d'origine, mais ça marche pas du tout. Enfin, les mouvements de bouche, de lèvres, enfin, rien n'est synchronisé. Moi, je trouve que son Lionel est extraordinaire. Oui, non, mais oui, elle l'appelle Lionel. Lionel Lionel C'est ridicule. C'est très drôle, c'est très savoureux. Je vous recommande de le voir en VF, hein, parce que franchement, on se marre bien. Puis il y a quelques répliques cultes. Je pense que tu voulais en citer une, il me semble. Oui, bah forcément, on prendra celle du prêtre, hein, au nom du Seigneur, je vous botte le cul. Donc ça, bon, bah, ça reste une des répliques cultes du film que j'adore. Alors, c'est vrai que la VF, elle a une saveur particulière et elle accentue en fait ce côté cartoonesque de l'œuvre Branded. Parce qu'en fait, Branded, c'est un hommage à plusieurs styles de cinéma. Je pense qu'on en a parlé un peu ensemble. Et c'est notamment un hommage à Tex Avery. Oui, totalement. Alors moi, c'est vraiment la partie peut-être que je préfère dans le film, c'est le côté un peu burlesque.
C'est cet humour un peu lipstick, comédie un peu, bizarre de situation et cetera. Ça me fait beaucoup marrer d'une manière générale. En effet, c'est complètement burlesque et c'est ce que j'adore et d'ailleurs, je pense d'ailleurs que dans ce côté burlesque, il y a, un peu un hommage à Evil Dead, 2 de Sam Raimi qui était sorti quelque temps avant et qui est dans le même délire, un peu, cracra, horreur, gore, mais avec des scènes complètement loufoques. On fera un podcast sur la trilogie Evil Dead parce qu'il y a des choses, extraordinaires à dire, mais dans le 2, quand on voit une tête de cerf, se marrer avec une, lampe de chevet se marrer aussi, on aurait pu retrouver ça en fait dans Brain Dead. Alors, dans le côté burlesque, il y a du cartoon, mais il y a du cartoon aussi dans le côté gore en fait. On le voit dans des scènes qu'on aurait pu retrouver dans des dessins animés un peu débiles, des têtes coupées au sécateur, le grand massacre, hein, la grande valse qu'on évoquera juste après. Le fait, par exemple, du gars qui est coincé sous la porte et puis que les zombies commencent à bouffer et c'est un peu comme s'il lui retirait la chair, comme s'il ôtait son pantalon et le mec il bouge juste les os comme ça, comme s'il courait dans le vide. C'est tout le temps comme ça et ça pousse les potards à fond. En fait, ce film-là, moi c'est ce que je dis toujours, c'est un film de sale gosse. Ouais. Mais c'est un film qui manque, enfin, c'est le genre de film qui manque énormément aujourd'hui. On parle de pas mal de détails du film et on peut peut-être, se recentrer un petit peu sur l'histoire. Le film est découpé un peu en 2 parties, c'est-à-dire la partie installation où en fait on va découvrir la contamination et on va découvrir, Lionel, qui essaie, de vivre, avec, une mère, on va dire infectée. Donc, c'est assez, progressif tout en essayant d'avoir une vie sociale et de dragouiller un petit peu, Paquita. Donc ce qui, amène à plein de scènes, assez, burlesques, des scènes de situation et cetera qui sont assez, assez savoureuses. Et puis à un moment donné, il y a une bascule. On va clairement, dans, l'invasion, de zombies en fait, dans la maison de Lionel et de sa maman. Et donc là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang. Donc c'est du gros, gros n'importe quoi. Alors à savoir hein, que à l'époque, quand le film est sorti, c'était le film le plus sanglant de tous les temps. C'était des centaines et des centaines de faux sangs qui ont été déversés dans la maison. Bon, depuis, ça a été bien dépassé, hein, notamment par le remake d'Evil Dead. Mais pour l'époque, c'était énorme. Et ça se voit à l'image, hein, parce que l'image est relativement rouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc voilà, c'est la partie, alors moi j'avoue, j'aime beaucoup la première partie parce qu'il y a il y a beaucoup d'humour, de situation comme j'ai déjà dit. La deuxième partie, elle me fait marrer aussi, elle est vachement bien, c'est assez fun, c'est assez drôle. Mais on est un petit peu plus éloigné du cinéma, que je regarde habituellement. Tu parles de donc pour la deuxième partie, hein, c'est la maman qui est infectée, le prêtre, l'infirmière et Lionel qui essaie de reconstruire un peu une famille qu'il n'a finalement jamais eue, avec ses zombies infectés. Il les nourrit, il leur injecte des tranquillisants, il s'occupe du bébé zombie parce Alors que pour oui, moi, il y a un bébé zombie. c'est la première. Pour moi, je reste encore dans la première partie parce que là, on n'est pas encore dans une espèce de grand massacre et de grand n'importe quoi sanguinolent. Pour moi, la première partie serait plus l'initialisation du film, en fait. Par exemple, la première étape du film, c'est des braconniers qui partent chercher le singe de rat de Sumatra. D'ailleurs, gros hommage à King Kong, on reviendra dessus un peu plus tard. Après, il y a, pour moi, à partir du moment où elle se fait mordre, bah, il y a la deuxième partie qui est la reconstruction familiale. Lionel qui reste proche de sa mère, qui était pourtant tyrannique. Et la troisième partie qui part dans le grand n'importe quoi, où c'est Lionel en fait qui se détache complètement de sa mère et qui finalement rompt le cordon Là, ça parle de ça, ombilical. effectivement. Ah bah ça parle clairement ça, mais le massacre c'est ça, c'est je massacre tout ce qui s'était passé avec ma mère et je décide de vivre par moi-même. Alors là dit comme ça fait très philosophique, le film est très loin d'être philosophique à ce point, mais il y a quand même le sujet de la mère castratrice dans le film, hein. Ah bah complètement, et des conventions sociales aussi. C'est-à-dire que en fait, les zombies ou les infectés, je sais pas quelle est la différence entre, s'il y en a une d'ailleurs. Alors les zombies, c'est plus des morts vivants. C'est vrai qu'on pourrait plus parler. Alors je sais pas trop parce que des infectés, on parlera plus de films comme 28 jours plus tard. Ce genre de film-là où il y a réellement des personnes qui ne sont pas forcément mortes et qui sont juste infectées. Ouais, mais là, c'est le cas. Non, parce qu'en fait, elles sont mortes quand elles se réveillent. Elles se font manger et elles se réveillent et elles sont mortes. J'avais pas ce niveau de lecture. Ah bah oui, mais ça pour ça, Faut être un spécialiste. faut être un spécialiste du film de mort vivant. Non, je dis pas ça, mais pour moi la différence, elle se situe là. D'accord.
Il y a une critique assez forte sur, la bienséance, la bourgeoisie, les conventions et cetera. Notamment, dans l'acte, en fait, de Lionel de reconstruire, en fait, une cellule familiale qui lui a peut-être manqué, mais en fait, il reconstruit une société, heu, qui, heu, qui se moque, en fait, de la vraie société, alors, néo-zélandaise, où tu vas voir, bah, des notables, une infirmière, un prêtre et cetera. Et puis, il y a aussi, la maternité imposée, puisque, bah, l'infirmière, Va tombe. coucher avec le prêtre, hein, tu peux le dire comme ça, même si c'est révérencieux, il y a pas de, Et puis une critique de l'ordre moral ah visiblement, bah, clairement, je veux dire, tout le dans le monde en prend film. pour son grade, hein, dans ce film, Ouais, mais, ça j'aime assez en fait. C'est-à-dire que je suis pas fan, des films d'horreur, enfin on l'a déjà évoqué dans ce podcast, mais moi je suis plutôt, moi les productions A24, A24 comme tu dis, c'est vraiment des productions que j'aime bien parce que notamment sur l'horreur, parce qu'il y a toujours un peu de fond ou, quelque chose d'assez esthétique, de poétique, qui questionne un petit peu. Les films 100 gore, 100 horreur, c'est vraiment pas ma came. Sauf quand, c'est, de la comédie, du n'importe quoi et cetera. Là, je peux un peu m'amuser. Mais j'aime pas du tout, le gore pour le gore, très, très sérieux, ça me met pas hyper à l'aise. alors c'est marrant que tu te dises ça parce que je me souviens qu'il y a, quelque temps, nous sommes donc allés au BIF ensemble. OK. On a fait la nuit, et on a vu donc Screamboat, Tout à fait. qui n'a aucun fond et qui est simplement, du gore, tout simple et tu as adoré. Mais parce que c'est drôle, en fait. Ah voilà, parce que c'est Parce que fun. c'est drôle Ouais. et que c'est avant tout un film comique, qui utilise, l'horreur, comme, gag et non pas comme chose, on va dire, sérieuse et dramatique. Là, je serais très, très mal à l'aise, devant du torture porn, par exemple. Oui, je comprends. Ouais, puis c'est tout à fait ça. Enfin, alors pour ceux qui ne connaissent pas Screamboat, moi je vous le recommande, hein. Bon, l'idée c'est un Mickey Mouse, enfermé, mais, pas un Mickey Mouse, le Mickey Mouse, enfermé pendant 90 ans, qu'on délivre et qui se met à massacrer tout le monde sur un bateau. Et il est dégueulasse Il est physiquement. dégueulasse, on dirait un Mickey, sous cocaïne ou complètement torché. Enfin, c'est vraiment mais c'est vraiment génial. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il y a ce côté fun, en fait, dans Screamboat qui existe aussi dans Braindead. Là où des films actuels qui sont, relativement plutôt gore, et qui sont beaucoup moins drôles, même si, moi je trouve ça fun, ça va être, la saga Terrifier, hein. D'ailleurs Screamboat, hein, produit par, les producteurs de, Terrifier 2 et Terrifier 3. Le tueur de Terrifier est très drôle en lui-même, mais les films sont pas hilarants comme peuvent l'être Braindead ou Screamboat. Alors on a parlé des différentes étapes, hein, du film. Alors il y a quand même la première qui est la récupération du singe, qui est un hommage dingue à King Kong. Je pense qu'il y a pas mal de refs aussi dans ce film-là, au cinéma d'époque en fait. Faut savoir que Peter Jackson, il est tombé amoureux du cinéma quand même très jeune. À 8 ans, il avait déjà pris la Super 8 de ses parents pour refaire des scènes d'effets spéciaux de Ray Harryhausen dont il était fan. Il faut savoir que c'est à 9 ans qu'il a vu King Kong de 1933 pour la première fois, et là, il est tombé complètement amoureux et qu'il s'est dit, bah, c'est là que je vais en faire mon métier, en fait. Je veux devenir réalisateur. Dans Braindead, on revoit, je trouve, les effets spéciaux qu'on peut trouver chez Ray Harryhausen ou dans le King Kong. C'était ces effets d'image par image, notamment le rat, hein, quand il massacre le pauvre singe de la cage d'à côté. Bon, t'as ce côté-là, je sais pas si tu l'as vu de ton côté. Oui, tout à fait. Et pour l'hommage à King Kong, bon, rien que l'île, hein, qui s'appelle Skull Island, ça veut vraiment tout dire. Ouais, carrément. Après, moi, j'ai vu aussi un peu d'Indiana Jones aussi, notamment un moment précis, un moment pivot un peu dans le film, c'est-à-dire, le moment où on va sortir, la tondeuse à gazon, où là, il y a Lionel qui apparaît, derrière une espèce de lumière, bleuâtre, il est en ombre, ça me La rapp fumée voilà, devant. tout à fait, ça me rappelle vraiment, vraiment Indy avec son fouet, enfin franchement, voilà. La référence à Evil Dead, moi personnellement je l'ai pas, vu, parce que je j'ai pas vu tous les Evil Dead et ce sera l'occasion d'en reparler dans le podcast. Après, moi j'y ai vu, une espèce d'étrangeté un peu à la Burton au tout début,
notamment dans la représentation un petit peu de la ville, de ses habitants. Je pensais à Beetlejuice, moi, au tout début. Alors, je sais pas si c'est vraiment, je sais pas s'il y a une connexion, mais je sais pas si ça t'a fait la même chose, toi, de ton côté? Alors non, mais je vois pourquoi tu dis ça. C'est vrai que chez Burton, il y a, toujours le côté de la normalité et de héros, ou créatures qui sortent en fait de cette normalité-là et que, on juge. Que ça soit dans Beetlejuice, très, très vu dans, Édouard Romain d'Argent, Mmh. où, les maisons tout alignées et cetera. Là, je comprends pourquoi tu penses ça, parce que c'est vrai qu'il y a, cette ville très bourgeoise où les gens pensent tous pareil et il y a Lionel et Paquita qui sont vraiment à part, en fait et cette maison où il se passe des trucs, bizarres. Mais je pense pas que ça soit une référence. Après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, et c'est peut-être ça qui me rappelle un petit peu Burton, c'est, en termes de mise en scène, il y a des effets. Alors, il y a des pelles d'effets dans le film, des effets de caméra, ça part dans tous les sens, et des fois pour pas grand-chose, hein. Genre, un paquet de une boîte de feutre, qui tombe, il fait un mouvement de caméra alors que ça n'a aucun intérêt. Mais c'est très jouissif à voir parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit les prémices de quand même d'un grand réalisateur. On voit qu'il y a quand même, Heu, un talent, on voit que c'est fait de bric et de broc, ça se voit visuellement. Il y a des scènes qui sont, d'assez bonne qualité et d'autres, bah, du coup, ça rétrograde et elles sont vraiment pas bonnes et en fait, on sent quand même une générosité, un amour du cinéma et je sais pas si c'est ça qui m'a fait un peu penser à Burton dans certains plans, qui sont cadrés un peu bizarrement et cetera. Mais en tout cas, il y a un petit côté, fait main, qui est, vraiment savoureux dans le film. Alors, faut savoir quand même que, Braindead, c'est un tout petit budget même pour l'époque, hein. C'était 3 millions de dollars. C'est pas énorme, hein. Donc ce qui veut dire que quand on voit, la qualité des effets spéciaux et les idées trouvées, enfin je veux dire, on a quand même Lionel qui pendant un moment se fait courser par un intestin. Donc, enfin un intestin, des poumons, enfin l'intérieur du corps humain, quoi. Il y a Le film, il est bourré d'idées et avec très peu de moyens, il arrive à faire quelque chose qui est extraordinaire. Je veux dire, il y a certains réalisateurs que je ne citerai pas pour des franchises que je ne citerai pas, qui ont des budgets à 300-400 millions et qui arrivent à faire de la merde avec de la CGI, quand un réalisateur de talent se retrouve avec 3 millions et fait un film bourré d'idées. Ah, ça dénonce, hein, dans le podcast, Ah bah oui, oui, après ça dénonce, j'ai pas dit de nom, Russo. Les, les frères Russo. Je crois que c'est le moment Russo du podcast, puisque, précédent épisode, tu nous avais déjà sorti du Russo. Je pense que tu as un petit conflit avec les frères Russo, non? J'aime pas trop les frères Russo, de manière générale. Je ne trouve D'accord. pas que ça soit de très grands cinéastes. D'accord, OK. Mais ce n'est que mon avis, c'est subjectif, hein, pas taper. Les fans de Marvel, je vous aime quand même, hein. Donc, oui, en fait, Jackson, c'est tout le monde le connaît pour la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais jamais personne s'est penché en fait sur ses réalisations passées. Et c'est vrai que c'est un gars qui va toujours chercher, un peu comme John Carpenter, avec peu de moyens, faire le truc le plus fou possible. Et ça, on le voit dans le film. On le voit énormément parce qu'en fait, il y a de l'animatronique, un petit peu, hein, Ouais. mais il y a surtout beaucoup de choses où il y a des effets gore de corps coupés en deux, mais avec l'acteur qui est toujours là. Il y a des effets complètement dingues. Par exemple, on parlait tout à l'heure des jambes qui sont complètement arrachées, ne laissant que les os. Je veux dire, le reste de la moitié du corps, le haut, ça reste l'acteur qu'on voit crier, en fait. Et il y a cet autre passage que moi je trouve fou, hein, c'est quand il y a un gars qui se fait tirer les cheveux, en fait, et il y a toute la peau qui se détache, et en fait, la coupure entre les deux, eh ben, on la voit quasiment pas. Et quand on voit qu'il y a des idées pareilles avec un si petit budget, je trouve ça dommage aujourd'hui de donner autant d'argent pour faire des films qui sont assez pauvres, quoi. Ouais, il y a des effets pratiques, Et pour te dire, hein, il avait tellement pas de budget qu'il a lui-même réalisé en système D sa propre Steadicam à l'époque. ah oui? Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, cette espèce de gros harnais avec la caméra, on peut courir avec, ça bouge pas. Mais en fait, il avait fabriqué lui-même sa propre Steadicam. Il a déposé un brevet pour ça? Pour Bah non, je pense pas, parce que je pense honnêtement que Gareth Brown, qui d'ailleurs recevra un Oscar, hein, pour son invention, la famille n'aurait peut-être pas été d'accord. Il y a un petit côté, film, tu sais, d'étudiants, d'école de cinéma, mais avec quand même beaucoup de talent. Enfin, il y a un truc, qui,
heu, bah, comme tu disais, de sales gamins, enfin de sales gosses, enfin, qui a des idées. Et si on faisait, Massacre à la tronçonneuse, mais sauf qu'en fait, on n'a pas de tronçonneuse, mais on prend une, tondeuse à gazon. Enfin, tu vois, des idées qui sont complètement nulles ou complètement, ou rigolotes. En fait, il y a ce côté-là, il y a cette espèce de générosité-là. Mais en fait, on retrouve énormément ça dans les réalisateurs que je trouve qui ont beaucoup de talent sur leur premier film. On peut prendre John Carpenter, qui pareil avec très peu de budget arrive à faire des films monstrueux, hein. On pense à Saw, même Halloween. Il y a Sam Raimi avec Evil Dead, hein. Pareil, il n'y a pas beaucoup de budget, pourtant un film extraordinaire avec des idées de caméra complètement dingues. On y reviendra, hein, mais il y a des plans dans Evil Dead où il arrive à faire des choses qui aujourd'hui, je pense, se sont réellement perdues, sauf avec certains cinéastes. Moi, j'aimerais qu'on parle de Shaun of the Dead, parce que moi, je trouve une filiation dans Shaun of the Dead qui m'a paru évidente. Alors pas au visionnage, mais quelques jours après en y repensant, parce que on parlait de Screamboat, voilà, qui est assez fun et qui est rigolo et cetera, mais je trouve que l'espèce d'entre-deux, entre un film qui serait, du pur guignol et un film qui aurait du fond, et ouais, je trouve qu'il y a une vraie filiation en fait, dans les 2 films. Alors sur le fond, ce que je viens de dire, c'est-à-dire la critique de la société, heu, dans, dans Shaun of the Dead, on va plutôt critiquer, le boulot, la vie, moderne en fait, métro, boulot, dodo, et alors que dans Branded, on va plutôt être, dans la critique, de la bourgeoisie et de la famille et de la mère, enfin voilà, et je trouve qu'il y a vraiment des, ouais, des liens, et notamment dans le côté un peu, buddy movie, parce qu'il y a quand même 2 personnages, masculins, dans les 2 films, qui sont assez différents, mais pourtant qui se filent des coups de main. Dans, Shaun of the Dead, bon, il y a son meilleur pote, coloc, voilà, qui Ouais, est en Simon Pegg et puis Nick voilà, Frost. Ouais. et là, je trouve que l'oncle, de Lionel, c'est pas hyper exploité, mais joue aussi, ce rôle de sidekick un petit peu, qui, au début a l'air complètement, antipathique. Alors, je pense qu'il est complètement antipathique, mais il apporte une drôlerie, dans le film qui est vraiment la bienvenue, et en fait, c'est un petit peu un complice, en fait, Sur la dernière partie, oui, pendant le massacre, oui, oui, je suis assez d'accord avec toi. Je sais pas du tout si Edgar Wright s'est inspiré de Brain Dead pour Shaun of the Dead. Je pense que d'ailleurs, ce serait hyper intéressant un jour de faire une émission sur la trilogie Cornetto, dont on est tous les deux très fans. tout à fait. Mais c'est vrai que quand tu l'expliques là, je pense qu'il faudrait le creuser parce que, en effet, Shaun of the Dead a sûrement pas mal de rapports avec Brain Dead. Il y a, l'espèce de crise aussi, de la trentaine. Je pense que les personnages, ils doivent avoir une trentaine, dans les films. C'est des personnages qui sont relativement immatures et qui sont confrontés en fait au monde, en fait, à l'extérieur. C'est des gens qui sont un peu renfermés sur eux-mêmes et qui sont confrontés à l'extérieur. Dans Branded, Lionel, affronte, sa mère, zombie, et dans Shaun of the Dead, Shaun, lui, il la perd. Il perd aussi son père, mais dans tous les cas, dans les 2 films, le père est quand même relativement absent, hormis le prêtre. Bah, dans Shaun of the Dead, il est même complètement absent parce que c'est son beau-père, hein, C'est son beau-père, ouais. qui est avec Mmh. lui. Et oui, et puis, il y a forcément ce duo masculin, ouais, moi, qui m'a rappelé vraiment Shaun of the Dead. En fait, je cherchais dans ma tête quel serait l'héritier de ce film-là, ou de ce type de film-là, et le premier qui m'est venu, alors au début, je pensais à Screamboat, comme on l'a évoqué, mais très rapidement, Shaun of the Dead, pour moi, c'était évident. Bah, Screamboat, peut l'être juste sur le côté fun et gore, là où Shaun of the Dead l'est sur le côté fun, horreur, et sur le fond, en fait, où il y a un véritable sujet. Mmh. J'aimerais qu'on revienne un petit peu quand même sur le thème du film, parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure. Alors on parle hein, de gore, d'effets spéciaux, de petits budgets, mais mine de rien, le film, il a, même si c'est pas ultra philosophique et c'est rentre au chausse-pied, il a un thème important qui est la mère castratrice, en fait, dominante. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, plutôt bien amené. Screamboat, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, j'ai trouvé ça fun, mais pour le coup, il y a vraiment aucun propos. Non. On va pas, voilà.
là, j'ai aimé qu'il y en ait eu, enfin, qu'il y ait quand même plusieurs thèmes qui sont abordés. Et oui, moi, j'ai bien aimé la mère et même le combat final, parce que bon, on va évidemment spoiler, mais à la fin, cette mère devient de plus en plus énorme et finit par engloutir son propre fils dans un espèce d'énorme vagin denté. Donc, bon, il y a plein de, il y a plein de, je pense que le message est clair, voilà. Mais ouais, ouais, j'ai vraiment apprécié que ce ne soit pas que de la déconne et que des choses un peu foutraques, quoi. Moi, je pense que le thème de la mère abusive doit être un thème assez cher à Peter Jackson parce que c'est notamment aussi le thème de Fantôme contre Fantôme. On retrouvera ça dans ce film-là. Dans Brain Dead, à un moment donné, en fait, Lionel se prend à vouloir aider sa mère malgré tout ce qu'elle lui fait vivre. Et c'est pour ça que je te parlais que la troisième partie, c'est la rupture avec ça. Parce que quand elle devient un zombie, il va tout faire pour la nourrir, il veut pas qu'elle meure, alors qu'elle était complètement odieuse, hein, même pendant qu'elle se transformait d'ailleurs. On se souviendra quand il doit la préparer parce que ils ont des invités qui arrivent. Bah, pendant toute la période, là, il va continuer en fait à l'aider, à l'aimer, jusqu'au moment où c'est un surplus en fait, et qu'il peut plus. Ou à la fin, elle va l'aspirer de nouveau pour que ça redevienne son petit garçon en fait, hein. C'est l'image qui est présentée ici. Et Mais aussi lui, la belle-mère, en fait, hein, qui a peur de la de petite Paquita, bien Paquita sûr, avec qui qui veut absolument que pas que son fils tombe amoureux parce que c'est son fils à lui et qu'il doit s'occuper d'elle. Et à la fin, devant ce couple-là, bah, elle va réavaler, en fait, elle va ravaler son propre fils pour qu'il reste toujours son petit garçon. Et là où il y a la rupture, c'est quand lui va tout simplement, avec cette espèce de dague, éventrer sa mère de bas en haut dans une scène encore ultra gore pour en sortir. Je voudrais rebondir sur la partie, où Lionel va essayer de recréer une cellule, familiale. Moi, j'ai l'impression qu'il le fait pas uniquement, par amour, mais je pense qu'il le fait, aussi, bah, parce qu'en fait, il se doit de représenter, quelque chose de normal, la normalité, en fait. Il se doit de montrer qu'il y a pas de problème, que tout se passe bien et cetera. Parce que moi, bon, bah, tu m'as entendu pendant le film, je soufflais un petit peu en disant: «Mais pourquoi est-ce qu'il continue à garder, ces zombies, chez lui et cetera?» Mais c'est qu'en fait, c'est la représentation, en fait, qui est important pour lui. Et comme c'est un petit garçon, heu, qui a bien été «élevé» entre guillemets, en tout cas, dans les règles d'une société, classique, que le film critique, en fait. Je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, il a pas trop le choix, que d'entretenir parce qu'il ne veut surtout pas, qu'on pense, du mal de lui, de sa famille, de son environnement et cetera. Parce que sinon, il est vrai que n'importe quelle personne sensée se serait débarrassée de ces zombies. Ah bah, c'est sûr et certain. Euh, Avant d'enchaîner sur deux questions que j'ai à te poser, la première, j'aimerais juste revenir sur une anecdote qui est plutôt drôle. Il faut savoir que le film n'a pas été diffusé de la même manière partout dans le monde. C'est-à-dire que pour certains pays, le film était relativement trop gore et donc du coup a été cut. Là où en France, on a eu la chance. Donc c'est-à-dire que le film qu'on a vu nous ensemble est la version, je pense, la plus longue. Je me suis pas renseigné voir s'il y avait une version au-dessus, mais je reste persuadé que c'est une des versions les plus gore. Et il faut savoir que quand Peter Jackson est venu en France pour répondre aux questions des journalistes, déjà quand on lui demandait c'est quoi le Brain Dead, c'est quoi ce film, il répondait gore, gore, gore. Et il répondait aux questions accoudé à un cochon mort. Et ça, pour le coup, c'était un sacré personnage. Alors, c'est dommage parce que je pense que Peter Jackson aujourd'hui, depuis Le Seigneur des Anneaux, bah, il a quitté ce profil de sale gosse que moi j'adore, mais tout comme Sam Raimi, hein, qui une fois qu'il est parti vers Spider-Man, etc., bon bah il en vient après à faire Doctor Strange. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que tu pourrais, toi, me citer tes scènes préférées du film? Alors, il y en a quelques-unes. Il y en a une,
qui est vraiment bête. Enfin, c'est vraiment une scène qui est complètement con, mais qui me fait beaucoup rire. À un moment donné, il y a l'oncle on n'a pas assez parlé de l'oncle, de Lionel qui est très drôle. Il y a l'oncle qui essaie de tuer un zombie avec un pot de fleurs. Donc en fait, il lui Il lui pose le pot de fleurs voilà, sur la tête, sur la ouais. tête. Donc bon, une scène qui dure 3 secondes, c'est rigolo, mais sans plus. Ce qui m'a fait hurler de rire, c'est, genre, quelques minutes après, i la maison est infestée de zombies, je crois que ça se passe à l'étage et à un moment donné, on voit, bah, des personnages qui essaient de s'extirper des zombies et on voit en arrière-plan un troupeau de zombies qui des zombies qui font mais complètement n'importe quoi et notamment le zombie avec son pot de fleurs sur la tête qui et ça, mais ça m'a tellement fait rire. J'ai trouvé ça mais tellement drôle. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut le revoir plusieurs fois, je pense, Branded, parce que dans la scène finale, les 20 dernières minutes, donc les dernières minutes, c'est vraiment le côté gore complètement loufoque et fracassé du film. Je pense qu'il y a des coins à l'image où il se passe des choses et qu'on ne le voit pas forcément, mais partout, tout le temps. Et c'est bourré d'idées. Et ce passage-là, tu vois, tu m'en as parlé. Et c'est vrai que ça m'avait jamais sauté aux yeux. Et en le revoyant, je me suis dit, putain, mais c'est vraiment génial, quoi. Et c'est vrai que le pot de fleurs, c'est vraiment très drôle. Toujours dans la même, vibe, truc sur la tête, le nain de jardin, qui, Ma scène préférée. voilà, ouais, je te laisserai l'expliquer. Après, bah, évidemment la scène de massacre, à la tondeuse. Ah, scène culte, la scène archi culte de Branded. Hein, si on devait retenir la plus grande scène, ça reste celle-ci, et pour plusieurs raisons. C'est que au-delà du côté complètement fun et fracassé, bah, elle est belle cette scène. Elle est belle, elle est presque poétique. En fait, c'est un vrai ballet. C'est une vraie danse, une danse, mortelle, mais qui est bien faite. Alors ça gicle de partout. Il y a quand il y en a plus, il y en a encore. Enfin là, on travaille vraiment sur, la quantité, la quantité, la quantité. Ça part dans tous les sens. C'est jouissif, c'est rigolo et en fait, on perçoit, l'amusement quelque part, la vengeance de Lionel qui pendant les 2 tiers du film c'est manger quand même une pression, sociétale, familiale, vraiment et là, il en a juste marre. Il veut juste vivre sa vie, il veut juste se séparer de tous ces zombies et en fait, on sent qu'il kiffe, en fait et c'est hyper communicatif et c'est hyper bien fait. C'est hyper beau. Ah ben moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Et puis quand tu parlais de danse, on notera que la musique, à ce moment-là, c'est une valse. C'est clairement une valse et on le voit tournoyer, faire des allers-retours comme ça avec sa tondeuse à la main, et buter du zombie, à longueur de temps. Moi, je trouve ça c'est la scène culte de Branded, hein. Et toi, quelles sont tes scènes, préférées? Donc, évidemment la scène, de la tondeuse. Alors la scène de la tondeuse, j'adore évidemment, et la scène du nain de jardin dont on a parlé juste avant, alors cette scène-là, moi, elle me fait mourir de rire parce que c'est là où on remarque le génie, de Peter Jackson. C'est que en fait, il y a voilà l'oncle qui tue un zombie en lui coupant, la tête, et le zombie continue à vivre et revient vers lui à un moment donné, et lui, il sait pas quoi faire, et il est dehors et du coup, il chope un nain de jardin et lui enfonce en fait dans le cou. Et là, on pourrait se dire, bon, bah voilà, la caméra, elle est derrière le zombie, on voit de dos le nain de jardin, ça pourrait s'arrêter là. Et non, c'est que la caméra reste fixe, et là, le zombie se tourne avec la tête du nain de jardin qui nous regarde, qui fait un facecam comme ça en gros plan. Mais c'est tellement burlesque, mais c'est génial, quoi. Il y a ça que j'ai adoré. Et la scène de l'oncle qui pète un câble aussi avec ses hachettes Ah ouais, et mais qui ça c'est rigole en donnant des gros coups de machette à buter du zombie. Et à la fin, il allume sa cigarette avec un tas de membres hauts jusqu'à la taille. Enfin bref, c'est bourré d'idées, c'est génial. c'est tellement Tex Avery, quoi. C'est Mais c'est ça. tellement Tex Avery. Moi, il y a une autre scène, alors on l'a évoqué aussi, mais j'aime bien la scène alors elle est vraiment dégueulasse pour le coup, j'ai eu quelques, voilà, bah, c'était un peu compliqué. La scène du repas. Alors pas pour ce qu'elle montre, parce que ce qu'elle montre, c'est vraiment dégueulasse. Franchement, je vous raconte pas les détails, mais franchement, Pas c'est aimé l'infirmière où il lui ouvre le cou pour lui mettre la purée à non. l'intérieur. C'était dégueulasse. Non, mais par contre, pour ce que ça raconte, j'ai vraiment aimé, le propos, en fait. Parce que j'ai trouvé ça assez fort. En fait, les zombies sont attablés, c'est comme s'ils singeaient, la vraie vie, la vie sociale.
c'est une espèce de miroir de la société. La mort, c'est un peu comme un miroir de la société, en tout cas ces morts-là. Et j'ai trouvé ça, au début, ça me saoulait un petit peu parce que je trouvais que Lionel se mettait en danger inutilement. Mais quand arrive cette scène où en fait, tu sens qu'il est tellement accaparé par cette pression, de représentation sociale, de s'occuper, des gens et cetera, machin et tout, bah, que j'ai trouvé ça hyper touchant et surtout, bah, le message je trouve qu'il est, pour le coup, heu, pour le coup assez fort. Bon, je pense qu'on a fait le tour, Manu. Donc, vu que c'est moi qui présente le film, je dois me taire et toi, tu dois me dire si oui ou non tu recommandes de voir ce film. Alors, oui, je recommande vivement de voir ce film. Si vous voulez vous faire une soirée entre amis, ou vous voulez vous marrer, en fait, il faut voir ce film. C'est hyper fun. Bon, faut peut-être pas trop manger, pendant le visionnage parce que bon, c'est un peu, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais c'est vraiment un film généreux, un film de sale gosse, un film qui est vraiment bourré de cinéma, qui va vous en mettre, plein la vue, pas que du bon goût, hein, il y a beaucoup de mauvais goût. Hem, ouais, c'est vraiment ce qu'il faut quand vous vous ennuyez un petit peu, c'est vraiment génial et puis on voit quand même la naissance d'un super réalisateur. Il y a quand même des plans qui sont assez géniaux. Je pense que tu en as suffisamment bien parlé. Non, je recommande vraiment à tout le monde de voir ce film. Moi aussi. Merci, Manu. Oui, mais tu devais rien dire. Oui, je dis rien, mais je le dis quand même moi aussi. Alors, le film n'est pas dispo en VOD, n'est pas dispo en Blu-ray, n'est pas dispo en DVD pour la simple bonne raison que Peter Jackson a les droits et nous a promis depuis des années de sortir une version 4K, mais elle n'arrive pas. Alors c'est vachement bien de faire un podcast, où on recommande des films que les gens ne peuvent pas voir. Cependant, Cependant, le film et les 3 films d'ailleurs, les 3 premiers films de Peter Jackson sont disponibles en intégralité en VF sur YouTube. Je pense que Peter Jackson, il s'en fout en fait que ça y soit. Donc pour ceux qui veulent vraiment les voir, eh ben allez-y, c'est sur YouTube, c'est gratuit et foncez, vous ne serez pas déçus. Alors on a bouclé le film du jour, mais pas l'épisode. Et à la fin de chaque épisode, on aime vous glisser une petite ou plusieurs recos de derrière les fagots. Et cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle. Et je ne peux pas vous recommander autre chose que les 2 premiers films de Peter Jackson qui sont Bad Test, film fait avec des bouts de ficelle par des potes. Ça, c'est vraiment un film de potes de cinéma. 4 ans de réal, fait que le week-end, le soir, avec la maman de Peter Jackson qui rapportait des limonades sur le tournage pour pouvoir le faire et 4000 € de budget. Extraordinaire. Estomac accroché aussi, parce que c'est. Voilà, il y a des scènes assez sympas, il y a du sang, il y a du vomi, enfin, tout ce qu'on aime dans les premiers films de Peter Jackson. Et ma deuxième reco, ce sera The Feebles, j'en ai parlé. Parodie du Muppet Show, irrévérencieux à fond, les potards, mais vraiment à fond, de la violence, de la drogue. Voilà, mais c'est très drôle et ce sont vraiment des films à voir. ah si, j'ai une petite, reco en fait. Ah, finalement? Ouais, finalement. Je vous recommande le podcast Il y a du bruit dans la bobide. Il y a un épisode spécial qui va sortir très, très bientôt. Ah, Ouais et là, on va vraiment se marrer. oui, je pense qu'on va se marrer, ouais. Cet, épisode spécial qu'on a sobrement appelé Cédric, Il y a du nanar dans la bobine. voilà, tout est dit. On a sélectionné chacun, un gros nanar. On s'est déjà beaucoup marré en fait à chercher les films, les classements sur internet, des plus gros nanars. Donc déjà ça c'était déjà hyper drôle, on a regardé des bandes annonces mais elles sont juste, énormes. Et donc là, le film qu'on a choisi, bon bah, ce sera une surprise, hein, vous le verrez, mais je pense qu'on aura beaucoup de plaisir aussi à en débriefer, à ce micro, parce que je pense qu'on va beaucoup rigoler. Ah, ça c'est sûr. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Il y a du bruit dans la bobine. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on a eu à l'enregistrer. Merci Manu. Merci à toi. Retrouvez-nous sur votre plateforme préférée, mettez des étoiles, des cœurs, des pouces ou des petites tondeuses si ça vous chante. Parlez-en à votre pote, votre famille, vos collègues ou même à votre chien, qui sait. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, salut! Lionel!